Vous êtes sur la panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Les aléas climatiques exercent une influence significative sur le développement socio-économique et le Sénégal ne fait pas exception à cette réalité. Le changement climatique se fait déjà sentir de manière palpable dans le pays avec des indicateurs tels qu'une diminution de la pluviométrie, des pluies plus intenses mais de plus courte durée et une augmentation de la température moyenne de 1,7 degrés Celsius au cours des 3 dernières décennies. Face à cette variabilité climatique au Sénégal, quelle orientation et recommandations pour une meilleure prise en compte de ce fléau dans les politiques et plans de développement et comment renforcer les capacités d'adaptation et de résilience du pays? Élément de réponse dans quelques instants à travers notre reportage et lors de notre entretien. Et justement pour en parler, nous sommes avec Antoine Ndamafay, spécialiste en économie du changement climatique. C'est un réel plaisir de vous revoir sur notre plateau. Merci de me réinviter parce que Croissance Verte, c'est une très bonne émission, comme vous l'avez dit. Ravi d'être là aujourd'hui pour parler de cette problématique. Monsieur Faye, on se retrouve ici juste après notre reportage avec Eva Sagna et Moussandir. À l'ANACIM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, nous faisons la situation pluviométrique à mi-parcours avec le chef de service climatologique. Et maintenant, ce cœur de l'hivernage s'est déplacé du 15 août jusqu'au 15 septembre. C'est-à-dire donc on est dans la première décade du mois de septembre, on est toujours dans une phase très pluvieuse. Mais pour remonter un peu par rapport au mois d'avril où on avait fait les perspectives de l'hivernage, on avait donné des tendances assez optimistes. Un hivernage avec une installation précoce et un bon cumul pluviométrique supérieur ou égal à la normale. On a eu une installation précoce sur plusieurs localités, mais suivie d'une longue pause pluviométrique. Des arrêts qui sont étalés jusqu'à 2-3 semaines et qui ont suscité beaucoup d'inquiétude de la part des producteurs. Mais heureusement, depuis le 11 août, la situation est redevenue à la normale. Donc beaucoup de localités ont été arrosées. En tant que population de Dakar, vous allez me dire que Dakar n'a pas été bien arrosé. Effectivement, oui, parce qu'à la date d'aujourd'hui, Dakar est à 295,3 mm, contrairement à l'année dernière où Dakar était à 612,5 mm. Mais cependant, Dakar n'est pas loin de la normale, parce que l'année dernière, c'était une année exceptionnelle. Dakar avait enregistré beaucoup d'eau. Selon ce spécialiste, le mois de septembre est perçu comme le cœur de l'hivernage. C'est d'ailleurs une phase très pluvieuse. Par rapport aux autres années, c'est un retour à la normale. Parce que les dernières années qu'on a vécues, c'était des années à forte pluviométrie qui ont tendance à être un peu supérieures ou équivalentes à la normale. Parce qu'il faut reconnaître qu'au Sahel, on a vécu 3 phases. Une phase d'années humides avant les années 70, succession d'années humides. Des années 70 jusqu'aux années 90, c'est des années sèches qui se sont succédées. Depuis les années 90-2000, c'est une succession d'années humides. Donc, on est dans une phase de retour à la normale des pluies. Mais pour cette année, je pense que c'est une situation qui est normale par rapport à la moyenne pluviométrique et une situation qui est déficitaire ou inférieure par rapport à l'année dernière. Mais les gens, malheureusement, ont toujours tendance à comparer par rapport à la date la plus récente. Mais scientifiquement, il faut comparer par rapport à une moyenne qui est beaucoup plus représentative. C'est pour dire donc qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à cet hivernage. Quand bien même on a vécu des séquences sèches assez longues, mais la situation est redevenue normale et on est en train de vivre des lendemains meilleurs. Maintenant, peut-être pour anticiper un peu par rapport à ce qui reste de l'hivernage, je pense qu'on a de bonnes perspectives parce qu'on a une bonne rentrée de mousson et on espère que d'ici le mois d'octobre, on aura encore la poursuite de ces activités pluvio-orageuses. Ça ne veut pas dire que on aura une fin de l'hivernage en fin octobre sur tout le pays. Donc ça dépendra de là où on est. Donc dans le cadre de la projection, je pense que dans la première décade du mois d'octobre, on peut s'attendre à une fin de l'hivernage dans la partie sud et centre-ouest du pays. En mi-octobre, on peut s'attendre à la fin de l'hivernage dans la partie centre du pays, le bassin arachidier. Et on peut avoir des pluies jusqu'en fin octobre dans la partie Casamance, les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, allant jusqu'à Kédougou, dans la partie est. Ces pluies pourraient aller jusqu'en fin octobre, ce qui augure bien d'une bonne poursuite de la mousson dans le pays. Il est difficile de prédire et même de mesurer les variations des cycles de l'eau. Ces dernières varient en permanence d'année en année en fonction des phénomènes comme celui d'El Niño. Cette année, Dakar est à un peu moins de 300 mm, mais un peu équivalent à la moyenne. C'est-à-dire une moyenne, c'est normal sur les 30 dernières années.
Donc la situation est normale comparée à la moyenne et inférieure comparée à l'année dernière. Donc tant soit moins parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui évoluent vers l'ouest et qui se dissipent à l'approche de la mer. C'est une dynamique qu'on est là parce que cette année on est à une phase El Niño, un réchauffement de l'Atlantique qui est suivi des vents d'alizé maritime qui ont tendance à dissiper les nuages au niveau de Dakar. Donc dans la façade occidentale, Dakar un peu vers Thiès, la pluviométrie est moyenne à déficitaire. Mais sur plusieurs localités, au moment où je vous parle, une situation excédentaire, surtout dans le nord, sur l'axe Podor, Ranérou, un peu vers Linguère. Et dans la partie ouest aussi, la situation est excédentaire. La pluviométrie semble connaître une baisse cette année par rapport à l'année précédente. 2023, une année particulière qui n'a pas reçu assez de lignes de graines. Ce qui est toujours sujet à des dissipations de nuages quand des systèmes bien développés approchent dans la partie de l'Est pour évoluer vers le centre du bassin arachidier. La plupart de ces systèmes se sont dissipés avant d'atteindre Dakar. Ce qui a fait que beaucoup de pluies qui devaient être très importantes à Dakar, c'est des quantités faibles qu'on a eues. À titre d'exemple, cette année, je pense que les quantités les plus fortes qu'on a reçues à Dakar, c'est 106 mm à Mbao, 88 mm à Rufisque. Tout le reste, c'est des pluies qui sont inférieures à 50 mm. Donc c'est la configuration de l'hivernage qui a fait que beaucoup de systèmes n'ont pas eu le temps de se développer très bien pour atteindre la côte et donner de bonnes précipitations. Vous allez me dire que ça peut être une bonne nouvelle pour les citadins, parce que quand il ne pleut pas beaucoup aussi, c'est de bonne augure, parce que là, les gens pourraient prendre des dispositions et éviter les inondations. Mais ne vendons pas la peau de l'ours très tôt, soyons vigilants. Parce qu'on n'est pas encore à l'abri de fortes précipitations, parce qu'on est dans une phase de changement climatique. Et tant qu'on n'a pas dépassé les 3/4 du mois de septembre, on peut toujours avoir de fortes pluies. Fort heureusement, on va suivre le système parce qu'on a la prévision météorologique qui suit à temps réel ces évolutions et qui pourra avertir à temps les populations pour qu'ils puissent prendre des dispositions. Sous l'effet du dérèglement climatique, le cycle de l'eau connaît aujourd'hui des perturbations importantes. Aujourd'hui, il serait difficile de parler de cette perturbation du cycle de l'eau de manière isolée parce qu'on a l'habitude de dire que le climat est un tout qu'il faut prendre dans une approche qui est holistique. Et aujourd'hui, le problème qui se pose comme celui, par exemple, de la baisse de la pluviométrie est assez impactant et inquiétant, oui, il faut le dire, parce que, comme vous le savez, n'est pas qu'à Dakar, mais c'est un phénomène qui est ressenti au niveau national. Je vous prends un exemple, au niveau de la Casamance, par exemple, où j'ai été tout récemment dans le cadre d'une activité d'implantation d'un ouvrage d'eau. Il y avait l'habitude, ils recevaient des isoyettes autour de 1200 mm d'eau par an et aujourd'hui ils en reçoivent 400 mm d'eau par an, notamment dans la commune de Balandine où j'ai eu à séjourner et à travailler. Donc c'est vraiment une préoccupation majeure qui n'échappe pas tout simplement à la dynamique globale du climat, parce que justement les origines sont quelque part anthropiques liées aux activités humaines. Pluie et humidité sont en train de changer partout dans le monde de différentes manières. Force est de reconnaître que ce changement de régime des précipitations provoque des conséquences variées. À Dakar ou partout dans le monde, on est en train de sentir cette forte chaleur ou bien même cette rareté des pluies. Donc quand il fait chaud, tout le monde le sent. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Et que cette chaleur, ça montre aussi une autre chose, c'est qu'on n'arrive pas, il fait extrêmement chaud, ça avance, il fait chaud tous les jours. Mais en fait, la seule chose que tout le monde prie, c'est qu'il y ait de l'eau qui tombe de la terre, mais on n'a pas encore vu assez d'eau. Donc quand il pleut, tout le monde est content. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que la pluviométrie n'est pas aussi dense. En fait. Climatologiquement, c'est normal. Il fait très chaud en octobre, au mois de septembre-octobre à Dakar, parce que ça aussi, c'est le degré d'inconfort thermique. Le degré d'inconfort thermique dépend de la hausse des températures avec la forte humidité. Quand il fait humide et chaud, la sensation de chaleur est forte. On suit au moindre effort. Donc actuellement, on vit cette situation-là. Et ça, climatologiquement, ça n'a rien à voir par rapport au changement climatique, bien entendu. C'est la climatologie à Dakar. Et tant qu'il ne pleut pas, il fait chaud. S'il reste 2 ou 3 jours sans pleuvoir, il fait chaud. Et cette chaleur va persister jusqu'en fin octobre, début novembre, pour que la situation se rétablisse.
Des phénomènes d'inondation et de pluies sévères se sont faits rares à Dakar dans des zones inondables. Non pas que Dakar, c'est pas New York. Il y a encore des espaces où des gens cultivent. S'il n'y a pas assez d'eau, non seulement la récolte ne sera pas bonne, mais les gens vont tomber malades. Il n'y a pas eu, le constat est normal, il n'y a pas eu de forte pluie cette année parce que le changement climatique est en train d'impacter directement sur notre vie. Si on prend l'exemple de Dakar, peut-être, on dira que Dakar n'est pas un vrai pollueur parce qu'on n'a pas assez d'industrie, on n'a pas encore une centrale nucléaire qui pollue, mais en fait, les impacts, c'est nous qui les ressentons plus parce qu'il y a la chaleur. La chaleur, c'est la première chose que nous ressentons. Mais en fait, quand on parle d'inondation, il faut pouvoir prendre plusieurs caractéristiques parce que inondation, ça peut être juste causé par un assainissement qui ne s'est pas bien passé. Donc, la question du climat avec inondation, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a souvent une forte pluie. Si cette forte pluie vient à Dakar et il n'y a pas l'assainissement adéquat, on peut s'attendre à des inondations. Et comme on peut d'ores et déjà l'observer, ces cycles de l'eau sont massivement transformés par le réchauffement climatique. Il y a donc urgence à comprendre pour agir. C'est une composante, j'ai envie de dire, du réchauffement climatique, mais ce n'est pas la perturbation du cycle de l'eau en soi qui elle est une conséquence parmi tant d'autres de plusieurs phénomènes et un effet précurseur ou une cause, si vous voulez, de certains autres phénomènes. Mais globalement, il faut situer ça dans notre approche, comme on a l'habitude de le faire. Tout part tout simplement de l'exploitation des énergies fossiles. Charbon, pétrole, gaz, pour les usages de recherche de confort, de transformation de l'industrie, du transport et de tout ce qui tourne autour des activités anthropiques de manière générale qui justement induit ces phénomènes que nous voyons aujourd'hui et qui, sans une stratégie de communication et de changement de comportement, ne pourrait aller qu'en s'aggravant. Mais l'avancée de la sécheresse ou même de la salinisation de certaines terres agricoles est aussi, entre autres, un des effets de ce phénomène. Donc c'est vraiment réfléchir de manière globale à comment justement pouvoir aujourd'hui s'adapter pour nous. Parce que quelqu'un nous dira, oui, l'Afrique, on émet très peu d'émissions, 4% on va dire oui, mais il ne faut pas tout simplement raisonner en se disant que nous ne sommes pas fautifs, mais raisonner en se disant nous vivons les impacts, peut-être à des échelles de grandeur différentes, peut-être sur des aspects aussi différents que ce qu'on pourrait ressentir dans d'autres zones du continent ou du monde. Mais oui, il faut raisonner de manière globale pour éviter de périr ensemble. Selon un rapport publié en janvier 2023, l'année 2022 a été globalement plus sèche que les normales, et ce, presque partout dans le monde. C'est une tendance lourde que l'on observe depuis plusieurs années déjà. Le réchauffement climatique réduit la quantité de précipitations moyennes dans la plupart des régions du monde. Ainsi, on peut observer que les années 2000, 2010 et 2020 avaient en moyenne des niveaux de précipitation inférieurs aux années 1980 et 97, alors que les températures sont en moyenne nettement plus élevées. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Antoine Dama-Faye, spécialiste en économie du changement climatique. D'abord, Monsieur Faye, en quoi la variabilité climatique au Sénégal constitue-t-elle une menace pour le développement socio-économique du pays ? Eh bien, en écoutant votre reportage, on se rend bien compte que la perspective est très difficile à saisir. Les climatologues ont leurs explications, les activistes ont leurs explications, les géologues ont leurs explications. C'est un sujet qui est très difficile à maîtriser. Mais ceci étant, il est, disons, la seule trajectoire plausible qui peut vraiment englober tout cela, c'est d'avoir une politique publique qui comprend maintenant que le changement climatique et son impact sont devenus inévitables et que toute action, toute pensée, toute politique publique qu'on aura à élaborer devra inclure cette variable
dans sa finalité, dans ses objectifs et dans ses activités. Et c'est là où il reste encore aux pays comme le Sénégal de vraiment s'orienter. Maintenant, quelle interprétation peut-on faire des indicateurs concrets du changement climatique au Sénégal, tels que la réduction de la pluviométrie et l'élévation de la température? Eh bien, cela va toucher beaucoup de secteurs. Si vous parlez de la réduction ou bien de la diminution de la pluviométrie, il est évident que cela va toucher le secteur agricole. Et quand ça touche le secteur agricole, en faisant une extrapolation sur le nombre de personnes que l'agriculture occupe au Sénégal, vous vous rendrez compte que cela va impacter énormément votre économie nationale. Maintenant, en parlant de l'autre variable, ça devient évident que tous les autres secteurs, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et tous les autres secteurs industriels vont être touchés parce que si vous ne maintenez pas une production agricole assez élevée, en sachant que la trituration de l'huile est peut-être l'industrie la mieux gardée au Sénégal, vous êtes là en perte et vous faites un déficit. Si vous faites un déficit dans votre industrie, ça va se répercuter sur toute l'économie nationale. Monsieur Faye, quel lien existe-t-il entre ces perturbations pluviométriques et le réchauffement climatique? Disons que les météorologues sont beaucoup mieux placés pour donner leur avis scientifique. Mais nous, en tant qu'économistes et en tant que simples citoyens, nous pouvons faire des observations et nous pouvons en déduire, comme il l'a dit dans la séquentialisation, que ceux qui ont vécu en 1900, après les indépendances, 1960 jusqu'en 1970, savent qu'on n'avait pas ce problème. Et puis après, il y a eu la sécheresse de 1970 qui a duré jusqu'en 1983, qui a perturbé tout le système agricole et même l'environnement au Sénégal. Après, maintenant, les pluies ont commencé à revenir vers 2000. Donc, vous pouvez avoir une interprétation que ce qu'on avance comme le changement climatique a une cause sur cette diminution des pluies et cette variabilité de l'hivernage. Mais, par contre, je suis un peu sceptique quand j'entends dire qu'il y a une diminution de la pluviométrie. Tout dépend de là où vous êtes. Parce que toutes les régions du Sénégal ne sont pas affectées de la même manière. Et en plus, disons que c'est la séquentialisation des pluies la variabilité est dans la séquentialisation. Mais quelquefois, vous pouvez avoir une pluie qui vous donne beaucoup plus d'eau que si vous aviez étalé ça. Et c'est là où se trouve le problème. Alors, comment cette variabilité climatique peut-elle influencer la sécurité alimentaire au Sénégal? Vous parlez précédemment d'une menace pour le secteur agricole. Oui, il est évident que si on n'arrive pas à produire ce qui est nécessaire pour se nourrir, on va vraiment avoir un problème de sécurité alimentaire. Mais je pense que là n'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir exactement comment gérer cette variabilité. Parce que comme l'a dit le climatologue, tout le monde avait entendu que le service météo avait dit que les pluies vont venir très tôt. Après, il y aura des petites disons, interruptions de sécheresse et puis ça va revenir. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'au mois de mai, la première ou la deuxième pluie qui est tombée, les gens sont restés jusqu'à fin juin sans avoir des pluies. Est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de calcul ou bien un élément rationnel qui n'a pas été tenu en compte? Il a suggéré, je pense qu'en toute sincérité,
l'effet El Niño n'a pas été pris sérieusement en compte dans cette prévision. Intéressons-nous à la gestion des aléas climatiques. Justement, aujourd'hui, comment renforcer la capacité d'adaptation du Sénégal aux aléas climatiques et améliorer sa résilience face à ces défis? Quand on parle d'adaptation, il faut toujours comprendre qu'elle peut être de plusieurs formes. Elle peut être d'une forme technologique, c'est-à-dire essayer d'introduire dans ce que vous faites une technologie qui va pouvoir vous sauvegarder sur l'impact. Elle peut être une adaptation de changement de comportement, c'est-à-dire changer exactement comment est-ce que vous abordez ce que vous êtes en train de faire. Elle peut être aussi, disons, une adaptation sur un calendrier. Pour l'hivernage de cette année et des années qui ont précédé, je pense qu'il va falloir de plus en plus qu'on essaie d'informer le paysan et tous ceux qui s'intéressent à cette thématique pour qu'ils puissent changer leur calendrier. Parce qu'en réalité, dire aux gens que l'hivernage va venir très tôt au mois de mai, que tout le monde est semé au mois de mai et resté jusqu'en fin juin sans recevoir de pluie, moi, personnellement, je connais des gens qui ont fait 2 à 3 fois de semis. Ça ne peut pas, ils ne peuvent pas le tenir parce que d'abord, il n'y a pas de semences. Et puis, quand vous parlez d'adaptation de technologie, c'est peut-être de changer de manière culturelle. Comment est-ce que vous utilisez la terre? Quelle est la façon comment est-ce que vous allez peut-être aborder les cultures? Maintenant, quand vous parlez de changement de comportement, c'est évidemment, ça va toucher tout le monde. Toucher tout le monde sur comment, où est-ce qu'on choisit pour habiter, où est-ce qu'on choisit pour faire les semis cette année. C'est-à-dire vraiment regarder dans la qualité de vos terres et dans la situation physiologique de vos champs. Alors il y a des adaptations spécifiques à prendre en compte. Aujourd'hui, comment sensibiliser davantage la population sénégalaise aux enjeux du changement climatique et à l'importance de cette adaptation? Mais c'est là où réside le grand problème. Parce que jusqu'à présent, les gens constatent, mais ils ne peuvent pas interpréter ce qui les arrive. Bon, si on a des bonnes connaissances scientifiques sur ce changement climatique et ses effets, et qu'on n'arrive pas à le communiquer, pour ceux qui doivent en tenir compte, ça devient un problème. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelqu'un qui est célèbre aujourd'hui au Sénégal. Il s'appelle Riyad Kawar, qui fait, disons, de la météo, disons, en live. C'est très simple, mais ça a touché le cœur des gens et les gens ont compris que voilà, c'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de prévisions qui sont, disons, d'ensemble, parce que les prévisions viennent d'une organisation qui est une organisation régionale. Maintenant, comment est-ce qu'il va falloir le sectionner pour que ça puisse toucher quelqu'un de Ziguinchor et quelqu'un de Fatick qui n'ont pas, les régions n'ont pas la même physiologie? C'est là où se trouve le problème. Il faut que les professionnels puissent communiquer aux gens qui ont besoin de ces services. Monsieur Faye, vous êtes un spécialiste en économie du changement climatique, vous êtes au cœur de cette problématique. Au Sénégal, de quelle manière les communautés locales sont-elles engagées dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'adaptation? Est-ce qu'elles appellent ça politique d'adaptation? Parce que si une politique est mise sur du papier, c'est-à-dire c'est un projet qui est là, et que les gens qui doivent l'activer ne sont pas lettrés, comment est-ce qu'ils pourront ou bien ils devront dérouler ces activités? Donc, quelquefois, on a besoin d'aller du bas en haut et non du haut en bas. C'est-à-dire essayer d'aller vers les gens et leur dire, bon, voilà, il y a 5 ans, vous faisiez ça, ça et ça. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a eu un changement sur la pluviométrie. Comment est-ce que vous avez abordé cet hivernage? Moi, je suis de Palmarin et mon neveu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand il m'a envoyé une vidéo et je lui ai dit, mais ça, c'est pas du mil que tu as cultivé. Il me dit, mais qui est fou? Personne ne peut plus cultiver du mil ici. Moi, j'ai semé du maïs parce que quoi qu'il puisse arriver, le maïs va être beaucoup plus résistant
Je lui dis, mais le maïs ne va pas vous nourrir. Il dit, mais oui, mais au moins, j'aurai avec de quoi acheter du mil pour continuer le reste. C'est ça l'adaptation. Monsieur Faye, encore une question avant de clore cet entretien. Comment les objectifs de développement durable des Nations Unies sont-ils pris en compte dans les plans d'adaptation au changement climatique au Sénégal? C'est là la difficulté, parce que vous avez dit objectifs de développement durable. C'est des objectifs. L'adaptation n'est pas un objectif. L'adaptation, c'est un moyen de lutter. Cela veut dire que vous êtes en train de subir déjà. Vous subissez un impact et vous voulez lutter avec en utilisant d'autres techniques ou bien un comportement ou bien un choix de trajectoire. Alors que les objectifs, il faut les atteindre. Si vous vous rappelez, on avait les OMD, les objectifs millénaires de développement, on n'a rien atteint. Et vous voulez atteindre des objectifs du développement durable tout en étant dans un carcan où vous devez vous adapter. C'est là où ça devient très difficile. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut faire. Merci Monsieur Antoine Dama Faye pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en économie du changement climatique. Merci d'être là et donnez-moi l'occasion de, je sais que c'est pas le sujet, mais de pouvoir quand même, présenter mes condoléances au peuple frère marocain pour cette catastrophe qui est arrivée récemment. Merci Monsieur Faye pour cette attention et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.